Je suis très heureux de venir parler à Nantes, parce que Nantes a eu une histoire récente, évidemment, un peu particulière pour les personnes qui s'intéressent au masculinisme et aux masculinistes, puisque il y a quelques années, je m'étais fait passer pour un masculiniste au Québec pour les besoins du film La domination masculine, et pendant plusieurs mois, j'avais infiltré ces réseaux, ces associations pour essayer de comprendre, et j'en avais tiré un certain nombre d'enseignements assez effrayants, pour vous le dire en un mot. Et en France, ils étaient présents, ils existaient dans quasiment tous les pays européens, mais on ne les voyait pas, on ne les entendait pas. Et puis un jour, j'ai allumé la radio et j'ai entendu le matin sur France Inter un homme a grimpé dans une grue à Nantes et il demande la garde de ses enfants. Je me suis dit, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Puisque les Québécois m'avaient montré et démontré en long, en large et en travers comment ils essayaient d'essaimer dans d'autres pays, et comment ils essayaient de conseiller leurs homologues européens, français, belges, allemands, espagnols, pour reproduire des actions, parce qu'en fait l'action que vous avez eue ici à Nantes, c'est une reproduction d'une action qui avait eu lieu à Montréal, sur le pont Cartier, et à Nantes, les hommes avaient tenu compte des leçons montréalaises, puisque à Montréal, ils avaient bloqué la circulation, puisqu'ils avaient grimpé sur un pont à 2 reprises, et donc ils avaient énervé beaucoup les usagers, comme on dit. Et le conseil qu'ils me donnaient en disant, mais quand tu rentres en France et en Belgique, surtout, il faut faire la même chose, il faut grimper, parce que ça, c'est un symbole de virilité, mais surtout, il ne faut pas gêner les gens, parce que sinon, la population se retourne contre nous, alors qu'en notre combat, l'idée de travailler sur la question de la parentalité, de la paternité, ça nous rend très sympathique, parce que c'est pas du tout leur combat en réalité, ça ils me l'ont expliqué en toutes lettres aussi, mais il ne faut pas gêner, donc il faut choisir des cibles particulière. Et donc évidemment j'ai bien compris que en choisissant une grue désaffectée qui plus est, ils avaient bien retenu les leçons des Québécois. Donc je suis très très heureux de venir échanger avec vous à Nantes ce soir. La question qui m'était posée quand on m'a proposé d'écrire ce livre, c'était donc: les hommes veulent-ils l'égalité? Alors c'est une question très, très complexe. Nous sommes dans un système inégalitaire, dans un système hiérarchique qui a au moins 200 000 ans. Pour ce que l'on en sait de manière empirique, c'est-à-dire avec des preuves formelles, l'analyse de l'ADN mitochondrial des squelettes qu'on peut retrouver, qui ont 200 000 ans, on voit bien qu'il y a un rapport hiérarchique, un rapport de propriété des hommes sur les femmes, puisque il y a 200 000 ans déjà, les hommes échangeaient leurs femmes. Quand on retrouve les squelettes, on peut démontrer que les hommes sont de la même lignée, de la même famille, mais que les femmes ne le sont pas. Et toutes les femmes de la lignée ont disparu, donc elles sont ailleurs, alors, ou mortes ou ailleurs, mais elles sont en tout cas remplacées par des femmes qui viennent d'autres clans, d'autres groupes. Ce qui signifie que, ou bien elles ont été volées à un autre groupe, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans des images mythologiques, l'enlèvement des Sabines, bon voilà, c'est l'idée qu'il y a un groupe d'hommes, il n'a pas de femmes, il va voler les femmes des autres, ou bien que, et c'est sans doute probablement ce qui s'est développé, c'est un échange de femmes, les femmes devenant de facto un bien matériel, un bien mobilier. Donc 200 000 ans d'histoire de domination masculine. Ce que j'ai essayé de montrer dans le film, et qui a énervé beaucoup, notamment les journalistes, et notamment les journalistes hommes, mais pas seulement, c'est la question du continuum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saucissonner le problème de la domination. Si on parle, vous avez évoqué l'objet de votre association qui est de travailler avec les femmes victimes de violences conjugales. Évidemment que la question de la violence conjugale, elle est intimement liée à d'autres lieux où s'exprime la domination masculine, des jouets pour enfants, à toutes sortes de représentations stéréotypées, symboliques, enfin, toutes les formes de violence qui sont faites aux femmes. Et à mes yeux, je sais que c'est pas consensuel, mais à mes yeux, la question de la prostitution aussi. Ce continuum, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très structuré, il est très solide, il est très complexe. Alors, tout à l'heure, je parlais un peu à la librairie et je faisais un petit clin d'œil à mon ami Alain Taché ici, qui est un grand spécialiste d'Edgar Morin, pour reprendre 2 concepts qui sont mis en évidence par lui. C'est que ce système, il est récursif, c'est-à-dire que c'est vraiment très important ça. Une cause est aussi une conséquence. C'est en cela qu'il est très 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 difficile de le renverser. Quand on donne une éducation stéréotypée à des enfants, ça va devenir des adultes qui eux-mêmes vont donner une éducation stéréotypée à leurs enfants. Alors on se dit, mais pourquoi aujourd'hui on ne donnerait pas une éducation beaucoup plus égalitaire? On ne donne pas une éducation plus égalitaire aux enfants parce qu'on est dans une société qui n'est pas égalitaire. Et donc c'est un serpent qui se mord la queue. Donc c'est ça l'aspect récursif. Et puis il y a un autre aspect qui est hologrammique, c'est-à-dire
si vous prenez un chou dont j'oublie le nom, vous savez, c'est un chou italien, je crois, qui a des formes pointues comme ça. Quand vous regardez, il a une certaine forme, et puis quand vous regardez chaque branche, elle a la même forme que l'ensemble du chou. Et puis quand vous regardez avec une loupe, vous voyez que chaque branche est faite de formes qui ont aussi toujours la même forme. Donc c'est la forme dans la forme dans la forme. Et la domination masculine, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne à l'échelle planétaire, elle fonctionne à l'échelle de continents, à l'échelle de pays, à l'échelle de groupes sociaux, de groupes culturels, de groupes linguistiques. Mais elle fonctionne aussi de la même manière, avec les mêmes fonctionnements, les mêmes règles, au niveau d'un petit village qui a une mairie, et du fonctionnement du pouvoir au sein de cette mairie, au sein d'une entreprise, et puis au sein de la famille, au sein du niveau familial, du noyau familial, mais aussi au sein de l'individu. Chacun d'entre nous, hommes et femmes, on porte en nous l'ensemble de tous ces concepts, avec des particularités évidemment selon nos origines culturelles, mais avec un ensemble conceptuel qui nous met dans cette organisation hiérarchique, et même au-delà de l'individu, si on va faire le plus petit encore, même dans nos productions. Quand on écrit un roman, quand on écrit un livre, un film, une série télévisée, bah, c'est rempli de ce fonctionnement qui se reproduit, qui se dit à tous les niveaux. Donc tout ça est très complexe. Alors, moi, il me semble que ce qu'on peut faire, c'est d'abord l'observer de là où on est. Et donc là, je vais être très très clair sur cette question-là. Je commence le livre en le disant, moi, je ne peux le faire que de mon point de vue à moi, c'est-à-dire le point de vue d'un homme hétérosexuel, blanc, appartenant à une classe sociale qui va pas trop mal, même si je n'y suis pas né, dans un pays plutôt riche, et que c'est mon seul point d'observation. Donc évidemment, je peux entendre des féministes, je peux lire des féministes, mais je ne saurais jamais ce qu'elles vivent. Je ne sais pas ce que c'est que d'expérimenter la société dans laquelle nous vivons en tant que femmes. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Enfin, j'ai une idée très abstraite, très théorique. De la même manière que vous, mesdames, vous avez sans doute une idée extrêmement théorique de ce que ça veut dire que d'être un homme dans cette société. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous le saviez, vous seriez extrêmement surprise de savoir à quel point c'est confortable de vivre dans cette société en tant qu'homme. Ça dépasse, je pense, vraiment tout ce que vous imaginez. Alors dans cette idée de continuum, il y a évidemment la position en tant qu'homme. Il y a une injustice, il y a une inégalité, commençons par là, une inégalité, une hiérarchie. Comment peut-on réagir? Alors vous avez là aussi un continuum qui va des ultra masculinistes qui vont dire qu'en fait... alors soit ils vont dire que le patriarcat est renversé depuis longtemps, qu'on vit dans un matriarcat et que ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir, soit ils vont dire, et parfois dans la même phrase, que en fait le patriarcat c'est le seul système qui fonctionne et qu'il ne faut surtout pas le renverser. Donc ça, c'est un pôle. Et puis, à l'autre bout, vous allez avoir des hommes qui ont une position proche des féministes radicales, très carrées, très construites politiquement. Vous avez ces deux pôles. Et donc, on va dire que l'ensemble des hommes, ben, nous nous échelonnons selon de cette échelle. En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, le continuum, il se situe aussi au sein de nous. En nous-mêmes, nous avons tous un continuum. On n'est pas congrus. D'ailleurs, sur ce sujet comme sur d'autres, d'ailleurs, on a l'impression, toujours c'est très valorisé dans notre société, il faut être congru. Hein. En réalité, on ne l'est pas du tout. Et donc, on va tous avoir, en tant qu'homme, une position qui sera peut-être plus égalitaire sur un sujet et puis moins sur d'autres. On observe, par exemple, des hommes qui, au sein de leur entreprise, font un véritable travail pour l'égalité, sont vraiment exemplaires, et puis dans le sein de leur couple, se comportent comme des machos. Ou l'inverse. Donc là aussi, en nous, nous avons une sorte de petit continuum. Et du coup, ça nous amène à croire, en tant qu'homme, ce qu'une chercheuse résumée par une phrase assez élégante, je trouve, c'est « les femmes sont toutes dominées, sauf la mienne ». C'est le sentiment que j'ai. Et c'est le sentiment, je pense, que partagent beaucoup d'hommes. Et c'est faux, évidemment. Il n'y a aucune raison de le penser. Donc, toute la question, c'est de savoir où nous sommes, nous, en situation sur laquelle il faudrait travailler. Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'évidemment, je ne connais pas de gens qui ont pour ambition, d'hommes notamment, je ne connais pas d'hommes qui ont pour ambition de vivre comme des salauds, de mal se comporter. Donc on a toutes et tous une haute opinion de nos comportements, et notamment en tant qu'hommes dans une société où, grosso modo, la demande de changement n'est pas extrêmement forte, on ne peut pas le dire. Donc, j'en viens donc à la question des privilèges, puisque c'est le mot autour duquel, d'une certaine manière, tourne tout ce rapport de domination. Il est évident que dans une société où un groupe social bénéficie de beaucoup de privilèges, il n'y a aucune raison de penser que tout à coup, spontanément, ce groupe social va se remettre en question et va abolir ses privilèges. Aucune raison de penser qu'un jour, nous les hommes collectivement, on va se lever
Et on va se dire, mais oui, mais excusez-nous, mesdames, ça fait 200 000 ans qu'on se trompe, mais allez-y, prenez la place, il n'y a pas de problème. Parce qu'évidemment, il ne faut pas se mentir, le partage du pouvoir va se faire au détriment des hommes. Ce que les femmes vont gagner, les hommes vont le perdre. Il n'y a pas à y revenir. Il y a une idée, évidemment, très idéaliste, un peu fleur bleue, qui consiste à penser qu'on va se donner la main et que tout va aller bien. Non, non, pas du tout. On va devoir lâcher des choses en termes de pouvoir. Pour prendre l'image la plus simple, si vous prenez l'Assemblée nationale, et à condition qu'on reste dans un système de démocratie représentative, là où des femmes vont prendre des sièges, ils étaient occupés avant par des hommes, donc il y a des hommes qui vont devoir ou bien laisser leur siège à une femme, ou bien il y a d'autres hommes qui espéraient prendre la suite et qui ne pourront pas la prendre. Donc ça, c'est une chose il faut accepter cette idée-là, parce que si on se ment là-dessus, je pense qu'on ne peut pas avancer. Deuxièmement, en termes de privilèges, il faut savoir que nous, les hommes, on est remplis de stratégies, conscientes et inconscientes. Alors, on a des stratégies parce qu'on n'a pas envie d'être pris en défaut, on n'a pas envie de larguer nos privilèges, nos petits avantages, quels qu'ils soient. Et donc, on va par exemple contourner. Alors, il y a toutes sortes de stratégies de contournement du problème pour éviter le problème. On va tourner en dérision. Alors, les féministes ont beaucoup été tournés en dérision. C'est pas pour le plaisir de les tourner en dérision, c'est une stratégie, parce que tant qu'on tourne en dérision ce qu'elles disent n'a pas de valeur. Donc, si ça n'a pas de valeur, pourquoi on les écouterait ? Il y a la stratégie de la violence, évidemment, qui apparemment vous occupe beaucoup dans votre association. Mais je pense qu'au sein du couple, c'est évident. Dans mon film La domination masculine, il y a une séquence qui est vraiment importante pour moi, qui est le témoignage d'un homme qui a été violent, d'ailleurs qui dit « je suis violent, je suis un homme violent », et qui a fait un véritable travail d'analyse féministe, on pourrait dire, sur sa propre violence, sur sa propre condition. Il explique de manière très détaillée, alors c'est beaucoup plus long dans les rushs, sur le site il y a plus de vidéos avec lui, bon j'ai dû en abandonner beaucoup dans le montage du film, mais il explique très très finement comment ce rapport de violence, c'est évidemment un instrument de pouvoir et un instrument pour ne pas entendre la demande de la femme en face qui dit « ben non, je voudrais être traité d'égal avec toi ». Et puis la question de la légitimité, évidemment, ça c'est une stratégie assez banale, c'est de dire que le discours d'en face il est totalement illégitime. Alors on va employer pour ça toutes sortes de motifs plus ou moins intellectuels, parce qu'on voit ça dans toutes les chaînes sociales. Hein. Donc même chez des gens qui parlent doctement à la télévision, ils vont expliquer qu'en réalité il y a des différences biologiques, alors il y a tout l'argument essentialiste, et puis il y a toutes sortes d'arguments qui vont permettre en fait de rendre illégitime la demande d'égalité des femmes. Et puis en fait, il faut dire quand même qu'il y a peu de demandes. En réalité, dans notre société, on ne peut pas dire que la demande d'égalité de la part des femmes soit ultra présente. Les féministes, je pense qu'elles ont toujours été minoritaires, je pense que vous l'êtes toujours. Bon voilà, donc évidemment, ça fait partie de la donnée aussi. Ce qu'il faut dire, qui me semble important aussi, c'est que les privilèges, il y en a de deux grands types. Il y a les privilèges individuels, en tout cas les privilèges sur lesquels on peut travailler individuellement. Par exemple, le plus simple, c'est la question des tâches ménagères. Il suffit de rentrer chez soi, si on est hétérosexuel et qu'on vit en couple, et de dire « Chérie, à partir de ce soir, je partage toutes les tâches ménagères ». C'est très simple, il y a besoin de personne d'autre. Le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de réflexes conditionnés, de part et d'autre d'ailleurs, qui vont faire que la remise en question de ces privilèges-là, de ce type de privilèges-là, en fait, elle est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit. Il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas de le dire. L'action demande un certain nombre d'instruments, de garde-fous qu'il faut se mettre, c'est compliqué. Et on se rend compte aussi que c'est un des sujets qui est l'objet de beaucoup de tensions et de discussions dans les couples. Donc ça, c'est pour la question des privilèges individuels. Mais il y a aussi des privilèges qui sont collectifs. Il y en a un qui me semble absolument démesuré, c'est la peur de l'agression sexuelle. Moi, en tant qu'homme, la peur de l'agression sexuelle, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Alors j'entends, j'en ai une connaissance abstraite, théorique, mais intimement, je ne sais pas ce que c'est. Alors il y a des hommes qui la connaissent parce qu'ils ont été l'objet de violences sexuelles dans leur enfance, mais si ça n'est pas le cas, en tant qu'homme, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je peux stationner ma voiture dans un souterrain à 3h du matin, j'aurais peur qu'on me la vole, qu'on me frappe peut-être, qu'on me vole mon portefeuille, mais je ne penserai même pas à l'agression sexuelle. Et donc ça, c'est un privilège énorme,
et il y en a d'autres de ce type-là, sur lesquels nous n'avons aucune prise individuelle. Individuellement, je ne peux rien faire à ça. C'est un changement de société, c'est un travail politique, c'est un travail collectif qui va amener un changement, mais personnellement, je ne peux pas y faire grand-chose. Et puis, il y a la question de la classe sociale. C'est évident que selon la place qu'on occupe dans l'échelle sociale, les choses ne se donnent pas à nous de la même manière. On voit bien que dans notre société, en tant qu'homme, pas seulement, mais notamment en tant qu'homme, on peut empiler les avantages, on peut empiler les situations de privilège en tant qu'homme, en tant que blanc, en tant qu'appartenant à une certaine classe sociale, en tant que personne non handicapée par rapport aux personnes handicapées, etc. etc. Donc ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, on voit bien aussi qu'il y a la question des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que quand on abandonne des privilèges, il faut voir si d'une certaine manière, on n'a pas en retour une augmentation d'autres privilèges, de manière secondaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Tout ça pour dire que quand on est un homme comme moi, remettre en question ces privilèges, cela donne immédiatement un certain nombre de bénéfices secondaires. On est montre un exemple, on dit « Ah mais regarde, lui c'est formidable ». En plus, on est très fort, nous les hommes, pour mettre en évidence le travail qu'on fait sur cette question-là, dire « Ah oui, t'as vu chérie, j'ai fait le ménage, j'ai passé l'aspirateur, je suis un type formidable ». Vous riez, mais bon, c'est vrai, il faut en rire. On est assez fort pour ça, et puis à certains moments, si on s'engage par exemple, alors peut-être qu'avec le temps ça changera, mais si on s'engage en matière d'égalité, alors là on a des bénéfices très importants. Regardez la place que j'occupe aujourd'hui face à vous. Si ça c'est pas une rétribution symbolique magnifique, qu'est-ce que c'est? Alors je dis ça parce que c'est très important d'en avoir conscience. C'est très important de toujours se regarder dans le système là où on est, comment ça fonctionne, et de ne pas être dupe, parce que ce serait tellement confortable, et d'ailleurs il y a des hommes qui sont là-dedans, ce serait tellement confortable de se dire « Ah mais oui, mais moi je fais les tâches ménagères, ah, moi je fais ceci, moi je fais ça, moi je suis un type bien, je suis un type au-dessus des autres, je suis un type hors norme, je suis un héros ». J'ai entendu un jour un homme qui prend des positions publiques très féministes, on va dire, et pro-féministes, et qui parlait d'héroïsme, qui dit oui, il faut valoriser la question de l'héroïsme. Non, mais il faut sortir de là, évidemment. Or parfois, c'est dans l'interaction avec les femmes que ça doit se discuter, se travailler, et je pense que la dérision, c'est un outil intéressant, parce que, tout à fait honnêtement, bon, je suis porte-parole d'un mouvement d'hommes qui travaillent sur une question liée à l'égalité. Il y a des endroits, alors il y a des endroits où on est mal reçu, parce qu'en tant qu'homme, j'y reviendrai, on n'est pas hyper bienvenu. Il y a des endroits, c'est tout juste si on ne jette pas des fleurs sur notre passage. Et donc il faut être conscient que tout ça, ça fait, je parlais tout à l'heure de phénomène, de principe récursif, c'est la conséquence du phénomène qu'on combat, mais si on combat et qu'en même temps on renforce, il faut faire attention à la position qu'on prend. Et en tant qu'homme, c'est une position très paradoxale et très particulière. Alors, donc tout ça pour dire que grosso modo, nous les hommes, on n'a absolument aucun intérêt à changer quoi que ce soit. On vit très bien comme ça, depuis 200 000 ans, on n'a jamais vu les dominants renverser leur propre domination, donc pourquoi changer? Or, il se fait que, dans l'histoire, il y a des hommes qui se sont intéressés à cette question, qui se sont vraiment engagés sur cette question, et depuis très longtemps. Alors, le plus connu, si on remonte dans le temps, c'est sans doute Poulain de la Barre, au XVIIe siècle. Il est cité en exergue du premier volume du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Ce qui est fascinant, c'est qu'au XVIIe siècle, cet homme a une sorte de prémonition du concept du genre. C'est-à-dire qu'il conçoit que si les femmes ne montrent pas les mêmes compétences dans la société, c'est très certainement parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité d'exprimer ces compétences. Ça veut dire qu'il fait la différence entre ce qui est lié au sexe et ce qui est une expression de ce sexe à travers la culture, au XVIIe siècle. Au XVIIIe, il y a évidemment Condorcet qui est beaucoup plus connu. Plus on avance dans le temps, plus on a. Au XIXe, il y a quelques figures importantes, notamment en France. Il y a notamment, le plus connu sans doute, c'est Léon Richer, qui est considéré par Hubertine Auclair comme le père du féminisme français. Alors c'est vrai que c'est un homme extrêmement engagé dans cette cause, il crée des associations, il crée des mouvements. Il faut savoir aussi que c'est une époque où les femmes ne peuvent pas créer d'associations et de mouvements. Donc lui, il a un outil politique qui est à sa disposition. Mais il a un engagement qui semble extrêmement sincère et très, très, très fort pour ce combat de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, il était un peu oublié parce qu'en réalité, il était beaucoup critiqué par les féministes déjà à son époque, parce qu'à un certain moment, les femmes lui ont dit « c'est très bien tout ça, mais tu mets en place un système
qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais tu en es le chef, tu en es le leader, et à un certain moment, il faudrait passer les rênes. Et sans doute que Richer ne l'avait pas compris tout de suite. Alors, l'engagement des hommes pour l'égalité avec les femmes, il y a 3 visions. Il y a une vision optimiste, qui est un peu à la mode aujourd'hui. Il y a un certain nombre de féministes qui défendent cette idée. Eve Ensler, par exemple, le dit très bien avec un argument très juste. Elle dit jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des femmes qui violent des femmes. Donc on ne peut pas laisser les hommes en dehors, il faut que les hommes soient impliqués dans cette question de l'égalité. Et donc il y a aujourd'hui un certain nombre de mouvements féministes ou de féministes qui disent oui, on doit embarquer les hommes dans cette histoire, les hommes doivent s'engager, c'est important, ils ont toute leur place. Il y a une vision moins optimiste qu'on trouve chez les féministes radicales qui consiste à dire non mais laissez tomber, chaque fois qu'on a engagé les hommes dans quoi que ce soit, on a vu comment ça s'est terminé. Surtout, il faut qu'ils restent en dehors, parce que sinon, ils vont prendre le leadership, ils vont nous bousiller tout ça. L'homme n'est pas un ennemi, mais en tout cas, c'est pas un allié dans ce combat. Et puis, il y a une vision qui ne s'y oppose pas, mais qui est plus empirique, on va dire, qui est une tentative d'analyser le comportement des hommes dans les mouvements, notamment dans les mouvements féministes. Alors, il y a des chercheurs, des chercheuses qui travaillent là-dessus, mais Issa Blesse au Québec. En France, Léo Thiers-Vidal a écrit des choses très intéressantes là-dessus. Il y a Alban Jacquemart qui vient de sortir un livre que je vous recommande sur l'engagement des hommes. Alors, ce qu'ils disent, leurs conclusions, en fait, donnent plutôt raison aux féministes radicales. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que quand les hommes s'engagent dans un mouvement mixte, par exemple, oui, effectivement, ils prennent beaucoup de place. Nous prenons beaucoup de place, nous prenons beaucoup plus la parole que le poids démographique que nous occupons dans l'association. Nous essayons de prendre le leadership, il y a toujours un homme qui finit à la présidence, enfin, voilà, il y a tous ces phénomènes-là. Et que dès que l'organisation s'en rend compte et se transforme pour essayer de résoudre ce problème en disant, par exemple, la prise de parole sera un homme, une femme, au conseil d'administration, il faut qu'il y ait une majorité de femmes, etc. Du coup, l'avantage, le bénéfice secondaire se réduit et les hommes se désengagent. Ça, c'est une observation, malheureusement, qui est faite de manière assez éclatante. Moi, je suis cofondateur et porte-parole, je vous disais, d'un mouvement d'hommes, et je me rends compte que si on le compare à des mouvements féministes plutôt, ou féminins, ou mixtes, mais plutôt féminins, de même taille, il y a des différences qui sautent aux yeux. On voit bien que chez les jeunes féministes, directement, elles se documentent, elles ont envie de savoir, elles vont lire. Chez les hommes, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'évidemment, encore une fois, l'intérêt n'est pas le même. On n'a pas grand-chose à gagner, on a plutôt à perdre. Donc même si on le fait pour des raisons diverses que je vais évoquer, on sent bien que l'engagement n'est pas pareil du tout. Ce qu'on voit aussi, c'est que chez les hommes qui s'engagent, il y a souvent une forme de déterminisme biographique. Il y a des points communs, c'est pas par hasard. Alors on voit que souvent ce sont des hommes qui ont une éducation soit par des femmes, soit dans les familles où les hommes étaient plutôt absents, alors parfois présents physiquement mais absents pour le reste. Et aussi des familles où un homme a été éduqué, a été considéré comme la fille manquante de la fratrie. Ça, c'est Alban Jacquemart qui a mis ça en évidence. Donc, il y a déjà eu 3 garçons, et puis le 4e enfant, on espère une fille. Ah, c'est encore un garçon, et il reçoit, sans doute inconsciemment, une éducation qui va être différente. Moi, ce que j'observe aussi chez bon nombre d'hommes que j'ai pu rencontrer, d'hommes engagés, d'hommes militants, c'est que très souvent, ce sont des hommes qui ont une sensibilité qui est née d'une blessure très tôt dans leur vie, liée justement à la question de la domination masculine. Donc par exemple des hommes qui ont vu leur mère victime de violences conjugales, qui en ont été témoins, donc qui en ont souffert évidemment en tant que témoins enfants, ils en souffrent évidemment, et donc ça a créé une blessure qui les rend sensibles à cette question-là. Ils ont intégré en fait cette question de la domination de la part des hommes. Alors ce que on voit aussi, c'est que dans la plupart des cas, les hommes qui s'engagent ont un engagement politique qui précède. Alors au XIXe siècle, il y avait, et jusque au moins la première moitié du XXe siècle, il y a un engagement typique chez beaucoup d'hommes engagés dans la question de l'égalité avec les femmes, c'est la franc-maçonnerie. Énormément de francs-maçons qui sont engagés,
Évidemment, parce que la question de l'égalité, ça fait partie des valeurs sur lesquelles ils travaillent. Et puis sans doute par contagion aussi à certains moments. Léon Richer, dont je vous parlais tout à l'heure, avait fondé avec Maria de Rem une très grande obédience maçonnique française qui s'appelle le droit humain, qui était mixte dès son origine. On a vu aussi que à la naissance du planning familial, il y avait un certain nombre d'hommes médecins, francs-maçons, qui étaient là et qui étaient très très militants. Et puis à partir de la fin des années 60, années 70, c'est une autre forme d'engagement qui précède l'engagement pour l'égalité. C'est un engagement à l'extrême gauche. C'est là qu'on recrute, et notamment que des féministes recrutent leurs copains, leurs camarades de lutte dans des mouvements d'extrême gauche. Alors, la question qui se pose, c'est, alors évidemment, les hommes veulent-ils l'égalité, mais pourquoi la veulent-ils? Je pense qu'en fait, le fond de la question, il est là. Alors aujourd'hui, il y a 3 grandes hypothèses, ou 3 familles d'hypothèses pour l'engagement des hommes, dont on parle beaucoup. D'ailleurs, si on me demande dans cette collection d'écrire un livre sur l'engagement des hommes aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a 20 ans on l'aurait fait. Il y a quelque chose dans l'air. Regardez combien vous êtes aujourd'hui pour venir écouter. Vous êtes féministe, vous n'écoutez un homme parler de l'engagement des hommes dans l'égalité. C'est quand même très particulier. Alors est-ce que c'est un effet de mode? J'en sais rien. Toujours est-il que moi, ce qui me semble important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que de ce pourquoi on le fait va découler comment on le fait. La première hypothèse, elle est utilitariste. Elle est très à la mode. Elle consiste à dire que quand les hommes s'engagent dans l'égalité, c'est évidemment bon pour les femmes, mais c'est bon pour tout le monde. Alors ça, c'est un argument qu'on emploie beaucoup dans le monde du travail. Je ne dis pas que c'est un argument qu'il faut réfuter totalement, mais il me semble un peu problématique quand il est pris seul. Ça consiste à dire, quand on nomme des femmes à des postes à responsabilité dans l'entreprise va être plus performante, elle va être plus rentable. Or, il se fait que les entreprises sont essentiellement aux mains des hommes, et donc ça veut dire que on va retirer un peu de privilèges aux hommes en laissant une petite place pour les femmes, et du coup, il y a un gros bénéfice secondaire, c'est que l'entreprise va être beaucoup plus rentable, donc pour les hommes en question, ce sera beaucoup mieux. Donc c'est pas l'idée d'aller vers l'égalité pour l'égalité, c'est utiliser l'égalité pour un bénéfice économique. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut le refuser d'emblée, mais seul, je pense que ça ne tient pas. Il y a une deuxième hypothèse qui est idéaliste, qui consiste à dire les hommes souffrent, les hommes sont en souffrance dans le rapport de domination masculine parce que ils sont enfermés aussi dans des attentes, dans des comportements, des attentes de genre, ça les fait souffrir, et donc ils vont, en se libérant eux-mêmes, ils vont libérer les femmes, etc., et ça va être formidable. Alors, d'une part, moi je ne vois pas trop où est la souffrance des hommes. Alors, qu'elle existe entre hommes, c'est une évidence. La domination masculine se constitue notamment entre les hommes, d'homme à homme. Et notamment au moment de l'adolescence, ça peut être d'une violence inouïe entre garçons. Ça, c'est une évidence. Mais dans le rapport entre hommes et femmes et hommes, je ne vois pas trop où est la souffrance. Alors on me dit oui, mais c'est parce que quand même, les femmes ont des attentes vis-à-vis des hommes, qu'ils soient performants, qu'ils gagnent bien leur vie, etc., qu'ils soient socialement visibles, oui, bon, tout ça, d'accord, mais grosso modo, on leur demande donc on leur indique une place obligatoire qui est la place du leader, du chef, du patron, du père de famille. Je ne sais pas trop où est la souffrance. Moi, je rapporte ça à la souffrance de gens qui seraient tellement riches qu'ils deviendraient névrosés parce qu'ils n'auraient plus de projet de vie. Oui, moi je veux bien l'entendre, enfin ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens qui crèvent de faim que la névrose des riches, qui m'intéresse assez moyennement. Et puis surtout, si on compare, admettons même qu'il y ait une souffrance hypothétique des hommes, si on la compare, si on la rapporte à celle des femmes, ça me paraît assez insensé d'établir une telle comparaison, donc je ne vois pas trop comment ça peut tenir. En revanche, ce qui est quand même intéressant d'observer, c'est que quand le film La domination masculine est sorti, j'ai dû faire dans la foulée 200 débats. Bon, tous les jours, je changeais de ville, et tous les jours, grosso modo, c'est le même débat. Et tous les jours, il y avait une femme qui se levait et qui disait « Oui, mais quand même, vous oubliez de dire que les hommes souffrent. » Et c'était toujours une femme qui le disait. C'est assez fascinant. Alors, je pense que... Alors, il faut surtout pas se culpabiliser d'une chose pareille. C'est loin de moi cette idée. Je pense que c'est le résultat de la socialisation des femmes, parce qu'on vous apprend, vous les femmes, à être toujours attentifs à la souffrance de l'autre. Donc, c'est logique que vous allez être attentifs à la souffrance de l'autre. Et si on dit à l'homme « Oui, tu souffres », il va dire « Oui, je souffre, bien sûr. » Il ne va pas vous dire que non.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pente glissante extrêmement dangereuse pour chacun d'entre nous, pour moi aussi. Hein. Parce que, bon, sauf exception, sauf si on a eu la chance d'avoir une mère féministe, et même, j'en fais tous les jours l'observation avec mon fils qui a une mère, on est séparés, une mère très féministe. Moi, j'essaie d'être pro-féministe. Et puis quand je vois le résultat, ben, je me dis, bon, ben, effectivement, il y a du boulot et l'impact qu'on peut nous avoir sur l'enfant, il est assez limité quand on voit le résultat, quand il revient déjà de la crèche et puis de l'école, alors là, je vous raconte même pas. Donc, cet argument, cette question de la souffrance, elle est très dangereuse, elle est très pernicieuse et c'est un piège dans lequel on peut tous tomber parce que quand on commence à se remettre en question, à découvrir qu'il y a un problème. Alors moi, effectivement, je n'échappe pas à la règle. J'ai commencé avec d'autres engagements politiques, d'autres découvertes de grilles d'analyse sur les rapports de domination, sociaux, migration, pauvreté, etc. Et puis à un certain moment, on se dit, et puis il y a des femmes qui vous disent, bon, bah attends, ce que tu dis là, ça s'applique aussi aux femmes, on est bien obligé de le reconnaître. Quand on fait ce travail, tout à coup, on se remet en question soi-même. On commence un travail, idéalement, un travail de déconstruction. Et là, c'est pas hyper confortable, c'est pas hyper jouissif de tout à coup se dire, ah oui, quand même, j'appartiens à un groupe qui a des privilèges, je bénéficie d'une injustice inouïe depuis que je suis enfant, je me suis mal comporté. Certainement, à certains moments, même si j'ai jamais frappé une femme, même si je n'ai jamais commis un viol, oui, je me suis mal comporté. C'est pas extrêmement glorieux, on n'est pas hyper content de soi. Et donc, le danger, et je pense souvent on passe par là, on passe par une période d'autoflagellation. Ah, je suis un méchant homme, ah vraiment c'est terrible, je suis un homme, etc. Et le problème c'est que pendant qu'on passe son temps à se flageller, ben, on pense à soi, on ne parle que de soi et on tourne autour de son nombril. Donc à un certain moment, il faut dépasser ce stade-là. Deuxièmement, la question de la souffrance. Tout nous pousse, c'est très difficile à décrire, mais tout nous pousse en tant qu'homme à ressentir. C'est-à-dire, ah oui, tu te remets en question et tout, et en plus, tu n'en es même pas payé. Parce qu'effectivement, on a la sensation qu'on fait un tel effort qu'on devrait immédiatement, en retour, être payé de quelque chose. Ça nous semble extrêmement juste, extrêmement légitime. Et donc, cette question de la souffrance, c'est ce qui fait qu'un certain nombre de groupes, notamment au Québec, c'est arrivé, d'hommes qui voulaient être proches des mouvements féministes sont devenus les plus grands masculinistes. Parce que ça commence par là, ça commence par l'idée, ah oui, mais après tout, moi j'ai pas décidé d'être un homme. Donc je suis enfermé dans un genre qu'on m'a imposé, dans des attentes, dans des injonctions qui me sont imposées. Ah oui, donc cet enfermement, quand même, c'est pas confortable, ça me fait souffrir. Ah oui, elle souffre, bah oui, moi aussi. Ah ben nous souffrons. Mais en tant qu'elle, comment ça se fait que elle, leur souffrance, elle est hyper médiatisée, et nous, notre souffrance, on ne l'entend pas. Et puis là, il y a un type derrière qui dit, ah oui, t'as bien raison, mon frère, et d'ailleurs, t'as bien vu, nous les hommes, on se suicide beaucoup plus, et on n'a pas le droit à avoir nos enfants, et ceci, et cela, et voilà, et ça y est, et on est déjà en chemin vers le haut de la grue. Donc je vous ai dit qu'il y avait une vision utilitariste, notamment dans le monde du travail, une vision idéaliste qui part de l'idée que les hommes se libéreraient de leur souffrance. Soit dit en passant, si les hommes souffraient, il suffirait qu'ils abandonnent la domination masculine pour se libérer de cette souffrance. On voit bien que ce n'est pas le cas. Et puis il y a une troisième hypothèse qui me semble centrale, et moi c'est celle que j'essaie de mettre en valeur, mais c'est pas déjà avec moi-même, c'est pas si simple. C'est la question éthique, qui consiste à dire, en tant qu'homme, il faut aller vers plus d'égalité, simplement parce que c'est juste. Bon, c'est pas très vendeur comme idée de prime abord. L'avantage, c'est que c'est un argument qui ne se discute pas. À moins d'être vraiment dans le pôle ultra masculiniste, dire le contraire de c'est juste, c'est un peu compliqué. C'est simple à démontrer, c'est simple à utiliser. Surtout, ça me semble fondateur de quelque chose qui est un socle à long terme, qui est dur. Alors que la vision utilitariste, par exemple, on peut mettre des femmes à différents postes dans une entreprise, mais le jour où l'entreprise ira moins bien, rien ne prouve que les premières personnes qu'on va licencier ne seront pas les femmes en question. Donc c'est pas hyper durable. Donc voilà, 3 hypothèses, et évidemment j'essaie de défendre la troisième. Ensuite vient la question de la stratégie. Les hypothèses, c'est pourquoi on le fait, au nom de quoi on le fait.
Et l'hypothèse éthique, évidemment, là j'en parle en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est une évidence que ça ne se travaille pas que dans ce contexte-là, mais dans le contexte de toutes les formes d'égalité en général. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit bien que tous les mouvements qui prônent l'égalité entre les femmes sont plutôt dans les mouvements progressistes, des droits humains, etc. Et c'est pas à l'extrême droite qu'on les retrouve. La question ensuite, c'est la question de la stratégie. Et donc, que puis-je faire en tant qu'homme dans cette histoire? Je pense que la première chose qu'on puisse faire, et c'est un travail qui n'est pas si simple, c'est, parce que rien ne nous pousse à le faire, c'est d'observer le monde. C'est d'observer, et quand je dis le monde, c'est autour de soi. Et d'essayer de mettre ce qu'on appelle des lunettes de genre, et d'essayer d'observer la société, le monde du travail, sa famille, ses amis, tout son petit monde, avec ces lunettes-là pour voir qui fait quoi, qui dit quoi, qui se comporte comment, qui parle à table, qui se lève de table pour débarrasser, qui fait ceci, qui bat l'autre, qui viole l'autre. Je pense que ça, c'est le premier socle sur lequel on peut construire quelque chose. Et puis le deuxième, c'est de continuer ce travail, mais en s'observant soi à l'intérieur de ce continuum de la domination, c'est-à-dire où est-ce que moi, je suis un dominant, où est-ce que moi, j'ai des privilèges, où est-ce que moi, je me suis mal comporté, où est-ce que moi, peut-être encore aujourd'hui, je me comporte mal, où est-ce que moi, je n'entends pas la demande de certaines femmes. Et ça, c'est une deuxième étape, je pense, qui peut être faite après avoir pris acte réellement de ce rapport de domination, ce qui n'est pas, encore une fois, toujours une mince affaire. Et puis le troisième point, c'est décider de changer. Alors ça, évidemment, c'est une étape qui est encore moins simple. Je vous disais tout à l'heure qu'on est bourré de stéréotypes. Moi, je travaille sur ces questions depuis très longtemps, je reste bourré de stéréotypes. Ma compagne, parfois, on en rit. Voilà, il faut en rire, il faut en parler. Parce que dire moi je suis nettoyé, je suis lavé de tout ça, c'est évidemment une idée assez vaine. Mais je pense que, puisque la question c'est pourquoi changer, qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt, on peut avoir un point de vue éthique qui nous dit que c'est juste de changer, que c'est juste de se comporter autrement, et que c'est juste de ne rien en attendre en retour. Moi aujourd'hui je me dis, c'est une hypothèse, hein, et peut-être que ça ne concerne que moi, je me dis que c'est quasiment une hypothèse de démarche spirituelle, mais pas religieuse, hein, moi je suis totalement athée. Et que cette démarche spirituelle, c'est un travail sur soi. Un travail sur soi dont il n'y a rien à attendre que ce travail sur soi. Travailler sur soi pour travailler sur soi. C'est l'idée qu'on est plastique et qu'on peut changer au cours de la vie. Et ça, c'est une idée plutôt enthousiasmante, je trouve, de se dire que on peut arriver à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, peut-être même, j'en connais même qui ont eu cette démarche au plus tard, et de se dire, oui, même à cet âge-là, je peux travailler sur moi-même, je suis une forme de terre glaise, je peux me modeler autrement et découvrir des choses, et je peux m'améliorer moi-même. Et étant moi-même une petite partie du monde, si je m'améliore moi-même, j'améliore un peu le monde. Alors tout petit, même en faisant un livre, même en faisant un film, tout ça reste microscopique, une toute petite pierre, et puis il y en a beaucoup d'autres qui doivent être posées. Mais en tout cas, je pense que c'est un chemin qui peut être proposé aujourd'hui. Alors, je voudrais terminer, avant de vous céder la parole, sur un mot qui pour moi est important, puisqu'on parle de l'engagement, du positionnement des hommes dans l'égalité, c'est de comment nous nous appelons nous-mêmes. Et moi, je refuse de dire que je suis féministe, et j'emploie un mot que je n'ai pas inventé, sur les Québécois qui l'ont utilisé en premier. J'essaie de dire, je dis plutôt que j'essaie d'être pro-féministe. Alors pourquoi? Parce que la démarche est extrêmement importante. La démarche est très différente entre celle des féministes et des hommes qui veulent s'engager dans l'égalité. L'idée de mettre ce mot en exergue, c'est pas pour occuper une place particulière et attirer sur nous l'attention. C'est une manière de se rappeler, et notamment de se rappeler à soi-même, qu'il y a une différence épistémique profonde entre la connaissance qu'on peut avoir de ce problème d'inégalité, de hiérarchie entre les femmes et les hommes. Et qu'encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que ça veut dire que d'être une femme, je ne peux envisager cela, même en écoutant les femmes, que du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire celui d'un homme. Et donc il me semble aujourd'hui important de ne pas mélanger les choses et d'avoir toujours à l'esprit que même si on marche vers un même point qui est l'égalité, les féministes vont dans un sens, vers ce point, et nous allons vers ce même point, mais dans l'autre sens. Encore une fois, ce que les unes vont gagner, les autres doivent le perdre. On parle
dans la littérature féministe souvent d'empowerment et de désempowerment, c'est-à-dire le pouvoir que vous, mesdames, vous devez gagner, nous, c'est du pouvoir que nous devons lâcher. Et ce qui est important aussi de dire, parce que ici je m'adresse essentiellement à des femmes, il doit y avoir 2 ou 3 hommes, mais pas beaucoup, c'est que c'est pas grave. Souvent, les hommes à qui je parle, je les sens très forts sur la défensive. Et je comprends bien parce que j'ai été à cette place-là. Moi, je peux vous dire sur ces questions-là, moi je viens de très très loin. Pas d'en haut de la grue, mais peut-être du pied de la grue quand même. Donc je peux les comprendre. Souvent, ils sont sur la défensive. Ils se sentent agressés personnellement. Ils se sentent traités comme si on parlait d'eux comme quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, de mal, etc. Alors d'abord, je pense qu'il faut sortir de la question bien-mal sur les catégories métaphysiques dont on devrait se défaire aujourd'hui. Je pense qu'on gagnerait. Et puis pour le reste, moi je dis aux hommes, mais c'est pas la peine de se flageller, c'est pas la peine de se sentir mal. Tu n'as pas inventé le patriarcat, tu n'as pas décidé de naître en tant qu'homme, tu n'as pas choisi de te retrouver dans une situation de privilégié, on peut le dire d'ailleurs sur le plan social aussi. En revanche, à partir du moment où tu en prends acte, où tu en prends connaissance, la question qui se pose, c'est que vas-tu faire de ça? Est-ce que tu vas rester avec ça? Est-ce que toute ta vie, tu vas rester comme une pierre inerte qui ne bouge pas, qui reste assis sur son petit socle? Ou est-ce que tu vas te prendre en main? Est-ce que tu vas prendre ta vie en main? Est-ce que tu vas décider de travailler sur toi et de faire cette démarche qui est, encore une fois, pour moi, un peu spirituelle, un peu initiatique, à défaut d'autre chose, mais en tout cas, qui se fonde sur une question d'équité. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps, mais peut-être que vous avez des choses à dire. Merci.